dans un délai maximum de 5 minutes, pour une durée maximum de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le Sénat et les sénateurs ont dans la vie publique une fonction d'exemplarité, et cela tout particulièrement à l'égard des élus locaux. Or, alors que nous nous apprêtons aujourd'hui à appliquer au Sénat les dispositions de la loi pour la confiance dans la politique du 15 septembre 2017, je souhaiterais que notre Haute Assemblée puisse, par son exemplarité, en profiter pour aider à rassurer ces mêmes élus locaux. En effet, je commencerai mon propos en vous livrant, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, le résultat de la consultation réalisée par le groupe de travail du Sénat sur le statut des élus locaux. Sur 17 500 réponses, 45% des élus pensent ne pas se représenter. Cette crise des vocations est justifiée avant tout par le temps accordé au mandat au détriment de leur famille et de leur travail, 27% des réponses. Puis suivent le degré d'exigence des citoyens pour 13,4% et le risque juridique et pénal pour 12,7%. Sur 100 élus envisageant d'abandonner leur engagement public, 13 le feraient en raison du risque juridique que suppose l'exercice de leur mandat. Un constat qui rend donc nécessaire, voire indispensable, un travail de publicité et de pédagogie au sujet des obligations déontologiques et de prévention des conflits d'intérêts que je propose d'effectuer ce soir. Ce constat peut être étendu à nombre d'élus et s'inscrit dans le contexte général d'un renforcement des obligations déontologiques. Il en va de même pour le débat que nous avons aujourd'hui autour de cette résolution qui revêt une dimension majeure pour le bon fonctionnement du Sénat et le respect des nouvelles prescriptions normatives. Cette résolution permet au Sénat de se conformer à l'article 3 de la loi pour la confiance dans la vie politique. Cette loi, que notre Assemblée a approuvée dans sa grande majorité, 298 pour, 5 contre, a constitué ce qu'on appelle une loi d'opinion, c'est-à-dire un texte visant à rassurer l'opinion publique dans le contexte d'alors que nous connaissons tous. Nous avons adopté ce texte, je l'ai moi-même voté. Ceci dit, je tiens à nous interpeller collectivement sur les risques que peuvent générer des lois de réaction mettant en cause les élus de manière générale et alimentant un climat de défiance de la population envers les élus. Pour revenir sur la proposition de résolution que nous propose notre président, nous ne pouvons que saluer l'initiative et nous réjouir que notre institution dispose des moyens optimaux pour prévenir les conflits d'intérêts. La mise à jour des sanctions contre l'absentéisme parlementaire, notamment leur adaptation à la disparition de l'IRFM, vont globalement dans le bon sens. Il en est de même pour les modalités de saisine du comité déontologique parlementaire qui ont été élargies au terme des travaux de la commission. Pour ce qui est du mécanisme de déport, il fait en sorte qu'un parlementaire puisse se retirer publiquement d'un débat qu'il placerait en situation de conflit d'intérêts. Cela constitue une meilleure garantie pour les sénateurs concernés et permet d'attester une fois de leur profonde conviction que la déontologie doit jouer un rôle important dans la vie publique. Alors, la difficulté réside dans le fait que la démarche incombe au parlementaire sur la base de sa seule appréciation et de sa seule déclaration. D'où l'intérêt de suivre avec précision l'ordre du jour et le contenu des textes inscrits pour mieux signaler un déport en amont, avant, par exemple, que le vote n'intervienne par voie de procuration en cas d'absence. Se pose alors la question centrale de la définition du conflit d'intérêts, sur laquelle je me permettrai de revenir. La loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a pour la première fois harmonisé les textes existants et donné une définition légale du conflit d'intérêts en son article 2. Je cite : « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » Cette définition met en évidence 3 critères. La détention d'un intérêt par l'élu, qu'il soit direct ou indirect, matériel ou moral. L'interférence peut être matérielle ou temporelle.
Et l'intensité de l'interférence doit s'examiner au cas par cas. Il y a conflit d'intérêts quand l'interférence est suffisamment forte pour soulever des doutes raisonnables quant à la capacité de l'élu pour exercer ses fonctions en toute objectivité. La loi du 15 septembre 2017, dite loi Bayrou, a défini le conflit d'intérêts des parlementaires selon un rapport privé-public et non pas public-public, qui n'est mentionné que dans la loi de 2013 et ne touche que les élus locaux. Il faudrait conclure, chers collègues. Les parlementaires ne sont certes concernés que par la dimension entre mandat public et intérêt privé, mais la notion d'intensité de l'interférence n'en demeure pas moins difficile à identifier. C'est là que prend tout son sens le Conseil de déontologie parlementaire sur lequel va reposer tout le dispositif de prévention des conflits d'intérêts. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Nous allons